Je vous prie de m'excuser, mais je parlerai en français, mais les diapositives qui défileront seront en anglais, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les francophones et puis les anglophones. Je suis accompagné de l'un de mes directeurs généraux adjoints du CIPEREC, dont vous avez parlé à l'instant. Le CIPEREC est un syndicat que les communes ont décidé de créer ensemble pour affronter un certain nombre de défis, notamment au niveau de l'optimisation de la distribution d'électricité, mais très vite, nous avons débordé sur tout ce qui était énergie renouvelable et, je dirais aussi, tout ce qui revient au numérique, car ces trois éléments ne peuvent pas être dissociés dans une approche optimale disons, des solutions que nous devons trouver les uns et les autres à la situation que nous vivons. Mais avant, simplement à titre de politesse, je me suis fait rédiger quelques phrases en roumain parce que quand on est invité chez un ami, il faut toujours lui rendre hommage. Donc, je voulais vous dire Domna Nelor ci domnilor. C'est parfait. Domnule primar al Brasov vuliu, domnilor che domnilor organization al formuli Horace celor verzi. Shins forte honorat de asta invatati care ati faciuto syndicatu lui Siperec syndicat al charui, hein, c'est cela, présidente Chin. Car c'est vrai, je suis peut-être maire de Nogent-sur-Marne depuis 20 ans, donc je vous souhaite les 20 ans que j'ai en exercice, parce que pour faire des choses importantes, il faut la durée. Mais en plus, j'ai présidé, je suis premier vice-président du territoire qui est à proximité de Paris, au sein duquel il y a Nogent-sur-Marne. Ce territoire est de 500 000 habitants et 13 communes. Et ce que je voulais terminer, c'était vous dire multu mesce pentru aceasta possibilitate de a presenta ci a despat informativ utile ci necessera pentru viturul appropriate. Voilà, j'ai fait mon effort et j'ai dit ce que je pouvais dire en roumain. Ce que je veux dire, c'est que les prestations de tout à l'heure, du débat de tout à l'heure, étaient plus qu'intéressantes. Et je vais vous dire comment nous avons pris ces difficultés pour les retourner comme éléments positifs pour avancer sur les dossiers dont on a parlé tout à l'heure. Il nous faut tenir compte, je crois, de l'évolution en matière de production et de consommation de toutes les énergies qui sont à notre disposition de façon plus ou moins sûre, d'ailleurs, fiable, respectueuse de la biodiversité. Et ce forum va nous permettre à nous, avec Grégoire qui m'accompagne, ce forum va nous permettre de vous dire comment nous avons avancé, c'est-à-dire comment nous avons décidé de partager systématiquement nos expériences. Et ici, vous avez une belle salle pour partager des expériences, ce qui vient de commencer. Permettre d'échanger sur nos nécessités et nos difficultés aussi, à imaginer un avenir à partir d'une situation qui est très complexe
est financièrement improbable encore aujourd'hui. Notre présentation avec Grégoire Fourcade va vous démontrer qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Et la première des choses que je voulais rappeler à l'auditoire qui est ici, c'est que, en fait, nous avons appris à ce qu'il ne faut pas attendre de l'État tout ce dont nous avons besoin pour développer des politiques respectueuses du mixte énergétique. L'État a pour mission de définir des orientations, de définir des planifications, de nous aider à nous, collectivités, à nous mettre ensemble en créant des organismes dont on va vous parler qui nous permettent de travailler ensemble. Mais derrière, il faut que la volonté, et notre collègue de la ville précédente vient de le démontrer, la volonté politique à la fois des élus, mais aussi de la population. Et le risque que nous avons si nous réussissons, c'est-à-dire qu'en fait, si nous réussissons à faire baisser les prix de cette énergie qui devient de plus en plus rare, le risque que nous avons, c'est que nos concitoyens, payant moins cher, vont consommer plus. Or, en fait, ça, c'est un effet naturel qui se passe. Ce qui veut dire qu'il faut gérer aussi l'après, parce que tous les efforts que nous aurons faits, tous ensemble, peuvent être un peu contrariés par le fait que on consomme plus et par conséquent, tous les efforts servent à rien. Le problème que nous avons, vous, nous, tout le monde, en Europe et ailleurs, c'est de faire en sorte que l'énergie ne soit pas quelque chose de fini. Tout à l'heure, nous parlions de gaz, nous parlions de pétrole, nous parlions d'un certain nombre d'énergies fossiles. C'est vraiment de cela dont il faut s'occuper, mais la solution, ça n'est pas les éoliennes, ça n'est pas les panneaux solaires, c'est un mixte énergétique qu'il faut trouver, avec en plus, pour nous aider, les économies d'énergie, ce qui veut dire que, par exemple, dans ma ville et dans le syndicat, parce que nous allons voir comment est le syndicat, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Nous considérons qu'avec tous ces efforts qui sont faits sur le mixte énergétique, dans lequel nous mettons l'hydrogène, c'est clair. Nous avons commencé à produire de l'hydrogène à partir d'une centrale d'incinération des déchets ménagers, ce qui fait que l'hydrogène que nous produisons, c'est un hydrogène vert qui va être utilisé pour les autobus de la région Île-de-France. La région Île-de-France vient de commander 40 bus à hydrogène, parce que l'hydrogène ne pourra pas s'utiliser de la même façon que l'essence ou le pétrole. Il faudra travailler d'abord, dans un premier temps, sur les gros engins qui sont les plus faciles à transférer sur l'hydrogène. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes à la veille, ici, dans ma commune, mais dans le territoire où je suis, et avec la présidence que j'ai du CIPEREC, à accompagner les économies d'énergie par un traitement très thermique de l'ensemble des bâtiments. Une incitation à transformer sa maison et à faire en sorte qu'on ne gaspille pas l'énergie qui y est développée. Parce que l'énergie la plus à notre portée, c'est celle que nous pouvons ne pas consommer. C'est-à-dire ce sont les économies qui doivent nous donner déjà un plus tout de suite. Et puis après, bien sûr, nous avons les énergies dont je viens de parler. Voilà. Alors, en fait, je voulais, pour vous provoquer un peu... Ah oui, c'est ici. Ah d'accord, je n'avais pas vu. Oui, alors, simplement, ce n'est pas du narcissisme. On vous présente les deux interlocuteurs qui sont sur la scène. Bien. Je ne veux pas vous provoquer, mais cette carte,
c'est un coup de poing qui nous est adressé à nous tous quand on regarde ce qui se passe en Europe. Le vrai problème que nous avons, il est dans les couleurs que vous avez ici. Le vert, c'est 26 grammes par kilowattheure et le sombre, c'est 805 grammes par kilowattheure. Donc voilà le défi que nous avons à relever sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est tout tendre vers le jaune et vers le vert par justement le mix énergétique. Et dans le mix énergétique en France, nous avons la chance que des décisions politiques importantes ont été prises dans les années 70, qui est celle du nucléaire. Le nucléaire ne nous a jamais posé vraiment de problème, mais on a par contre au niveau de l'État, au niveau des décideurs qui se sont succédés au travers des présidentielles en France, il y a eu des débats idéologiques sur le nucléaire qui ont failli tuer le nucléaire. Et aujourd'hui, nous savons très bien que les centrales nucléaires qu'on a construites en 70 et 80 sont des centrales nucléaires d'un modèle qui est efficace peut-être, mais qui est très lourd. Qui est très lourd pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est sur l'entretien. L'entretien, si on veut vraiment avoir une énergie, je dirais, disons, fiable, il faut entretenir les centrales et on ne peut pas mettre autant de centrales de ce type-là maintenant en France. Donc nous allons nous diriger vers des mini-centrales nucléaires qui auront un avantage, c'est qu'elles seront indépendantes des variations de pluviométrie et des variations de quantité d'eau disponible. Parce que là, nous venons de vivre une canicule très importante. Eh bien, il y a certaines centrales nucléaires en France que nous avons été obligés de réduire en production parce que la température de l'eau pour le refroidissement n'était pas à la hauteur. Donc il faut qu'on continue, bien sûr, avec ces centrales. Et elles vont redémarrer sous la pression de la crise avant la fin de l'année. Certaines centrales qui devaient être remises ce qu'on appelle au grand carénage, c'est-à-dire en fait on démonte tout et on le remonte. Et on va les remettre en service avant la fin de l'année pour ne pas être obligé d'acheter de l'électricité à nos amis allemands venus du charbon. C'est pas notre objectif. Mais par contre, dans le futur, les objectifs qui sont développés, ce sont des mini-centrales qui n'ont pas besoin de refroidisseurs eau, mais qui peuvent fonctionner, qui peuvent être implantées plus facilement sur le territoire, parce que la place qu'ils nécessitent est plus facile à trouver, mais surtout aussi qui se refroidissent par l'air, etc. Donc, cette carte, je voulais vous la présenter simplement pour vous dire qu'on a beaucoup de travail à faire, on ne fait que commencer. Alors, le CIPEREC, c'est une des solutions que je voulais mettre en avant devant vous. Le CIPEREC, c'est un syndicat que je préside que je préside, c'est le deuxième mandat maintenant, il a été créé il y a 100 ans presque. Hein, on est à 1924. Le nombre d'adhérents autour de Paris, c'est 119 villes en Île-de-France, tout autour de Paris, 4,5 millions d'habitants. Nous avons pour cela 97 collaborateurs, dont 28 ingénieurs. C'est le conglomérat de toutes ces communes. Donc nous nous sommes mis ensemble. Et nous sommes mis ensemble sur des objectifs très simples. Vous les avez en dessous, je ne vais pas les répéter, hein, dans le domaine de l'électricité, du numérique, des énergies renouvelables, et puis les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ça, c'est sur ces sujets-là que nous travaillons. Et puis, il y a dans les énergies renouvelables autre chose dont j'ai entendu parler tout à l'heure, qui est notre spécialité en Île-de-France, c'est la géothermie. Et c'est vous qui allez dire un petit mot sur la géothermie. Exactement. Alors la géothermie, le CIPEREC s'y est lancé au début des années 2010. On a la chance en Île-de-France d'être assis sur une nappe qui permet
d'exploiter cette ressource. Et donc, en lançant les premiers projets en 2010, on a mis en service les premières centrales en 2015. Donc, ce que disait monsieur le maire de tout à l'heure, il faut toujours aller vite, parce qu'effectivement, ce type de projet prend plusieurs années. Aujourd'hui, on descend la température. Donc effectivement, sur la géothermie qu'on a en Île-de-France, c'est des puits qui descendent à 1600, 1700, 1900 mètres de profondeur et on remonte de l'eau autour de 65-70 degrés. C'est des projets qui sont lourds en investissement, d'où l'intérêt de regrouper les communes, puisque une commune ne pourrait pas porter techniquement et financièrement ces projets. Les communes se regroupent pour créer un réseau à chaque fois. Donc aujourd'hui, le CIPEREC gère 5 réseaux de chaleur pour le compte de 11 communes. Et aujourd'hui, alors on a vu depuis un an une très nette accélération des communes qui venaient vers nous pour nous demander comment on faisait. On a 7 nouveaux projets qui sont en cours d'étude. L'avantage de la géothermie, en tout cas tel qu'on la conçoit au CIPEREC, évidemment, alors je ne vais pas les prendre dans l'ordre, c'est qu'environnementalement parlant, l'énergie qu'on tire, elle est décarbonée, majoritairement. On a quand même besoin d'un peu de gaz et d'un peu d'électricité, mais elle est majoritairement décarbonée. Ça favorise évidemment l'indépendance énergétique, sujet ô combien essentiel aujourd'hui. Et surtout, aucun des projets portés par le CIPEREC ne s'est fait au détriment de la cause sociale. Tout le temps, le projet que l'on porte doit être inférieur au prix de l'énergie carbonée. Donc les 5 projets qui sont aujourd'hui en service et les 7 futurs sont toujours des projets dont les prix sont inférieurs, avec une économie environnementale, pour que la transition énergétique permette d'inclure l'ensemble des citoyens. C'est ce que vous disiez, monsieur, et c'est ce qui est important. Alors, effectivement, ce que disait le président tout à l'heure, c'est qu'on peut faire ça puisque l'État français a permis de créer les cadres qui autorisent nos syndicats à aller sur ce type de projet. À la fin, en 2022, c'est plus de 100 km qui sont gérés, 600 gigawattheures d'énergie produite par an, ce qui représente à peu près 65 000 logements. Donc vous le multipliez par 3 pour avoir le nombre de personnes et évite par an quasiment 100 000 tonnes de CO2. Donc ça, c'est l'intérêt qu'ont les collectivités à se regrouper quand elles n'ont pas la capacité à faire, au-delà des tendances politiques, puisque souvent dans les projets, on peut avoir des tendances politiques divergentes, mais qui se rejoignent sur ce type de projet. Je vais vous donner un exemple en ce qui concerne l'aspect politique des choses. Au CIPEREC, tous les adhérents ont une voix, quelle que soit la ville, quelle que soit leur provenance politique. Et pour donner l'exemple, j'ai pris comme premier vice-président un premier vice-président qui est dans une ville communiste et qui est un de nos utilisateurs les plus importants en matière de géothermie. Donc, et nous avons toutes nos décisions qui sont prises à l'unanimité. Cela prend du temps, cela prend des parlottes, cela prend des réunions, comme le disait notre collègue tout à l'heure. Il faut convaincre, mais au sein du CIPEREC, je ne me rappelle pas d'une fois où on n'a pas été d'accord en finale après toute une série de négociations. Deuxième axe principal, le photovoltaïque. On en a parlé un peu avant, donc j'irai assez vite, effectivement. Donc, le CIPEREC se lance dans le photovoltaïque en 2008. Alors en 2008, c'est la préhistoire pour le photovoltaïque. Personne ne sait trop ce que c'est. Depuis, on a développé une centaine d'installations pour le compte d'une cinquantaine de municipalités. Notre objectif, c'est de doubler. Alors, c'est l'objectif qu'on s'était fixé il y a 18 mois. De passer de 99 à 200 dans les 10 ans. Je pense qu'on va revoir nos objectifs compte tenu de la situation.
Ça me semble normal. Là aussi, les avantages, voilà, pour les collectivités, c'est économique puisqu'elles ne soutirent pas l'énergie du réseau, a fortiori en ce moment où l'électricité coûte très cher. Environnementalement parlant, c'est quand même plus intéressant. Une centrale photovoltaïque, en termes environnementaux, ça se entre guillemets, rembourse en 2 ou 3 ans, en tout cas en Île-de-France, donc beaucoup moins quand vous êtes dans le sud. Et effectivement, comme le disait monsieur, en fait, on fait intervenir les citoyens. Comme ça, ils s'approprient ce sujet et derrière, ils peuvent en parler et pousser les futurs décideurs politiques à s'engager plus avant dans cette énergie. Donc les chiffres sont en termes d'énergie consommée, produite et d'équivalent logement impacté, c'est un peu moindre. Néanmoins, ça fait maintenant 10 ans que ça dure, donc ça finit par faire quand même quelques milliers de tonnes retirées dans l'atmosphère. Il va y avoir un projet avec le SIAP. Et effectivement, donc, ça c'est un des outils qu'on utilise pour développer le photovoltaïque sur les toits des bâtiments municipaux. On utilise deux autres outils dont je vais laisser le président parler. Oui, pour réussir, comme je vous le disais au tout début, il nous fallait des outils. Et ces outils, ça n'est pas l'État qui pouvait le faire à notre place. L'État est bien pour inciter, mais pour faire, c'est pas son job. Et nous avons créé nous-mêmes, avec bien sûr les outils que nous avions devant nous, et je dirais même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu certaines adaptations de fait à notre demande, une société d'économie mixte. Ça, c'est un produit français qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société d'économie mixte, les actionnaires sont à la fois le public, donc le CIPEREC et les collectivités, le privé, qui est la Caisse des dépôts que vous n'avez pas ici, mais qui est un outil très intéressant pour nous, parce que c'est un outil à caractère national, mais en même temps qui recycle ce que j'appellerais un peu les économies de nos concitoyens qui sont sur des livrets et qui tournent comme ça, qui ne restent pas à ne rien faire. Et la Caisse des dépôts est un de nos gros partenaires, plus le Fonds d'investissement citoyen qui a été créé il y a très peu de temps. Donc cette CIPNR là, que vous avez là, c'est un parc qui est en service. Maintenant, 2 sont en cours d'étude, c'est dans l'éolien. Alors nous faisons de l'éolien en dehors de notre région. Pourquoi ? Parce que l'éolien est interdit en Île-de-France. Ce qui fait que nous sommes des partenaires de sociétés qui, en province, en Normandie, dans des villes, des régions voisines, nous allons avec eux parce que nous savons très bien que l'Île-de-France dépend de l'ensemble de la France pour l'énergie. Et par conséquent, nous allons en province pour apporter notre pierre à l'édifice et pour produire. Et puis, il y a aussi le photovoltaïque qui est géré par la Société d'économie mixte. Le photovoltaïque, le CIPEREC, fait l'étude, fait la pose, le gère pour le compte de celui qui est partenaire avec nous. Autrement dit, on aide les collectivités à ne pas s'obliger à embaucher des personnes spécialistes, etc. C'est nous qui apportons l'ensemble de l'ingénierie pour les photovoltaïques. Et alors, le dernier petit arrivé, c'est la société publique locale. C'est une SPL. La SPL, c'est une forme d'économie mixte, mais différente. C'est 100% public, c'est-à-dire que ce sont des communes qui se mettent ensemble pour créer une société. Et le CIPEREC entre dans le tour de table, puisque nous sommes une fédération de collectivités. Et donc nous avons 2 organismes qui travaillent en SPL. Puisque vous parlez très bien, je vous laisse aller plus loin. Effectivement, donc on a 2 sociétés qui sont là sur la géothermie. La première qui est en service depuis maintenant 4 ans, qui gère un réseau de 17 km, l'équivalent de 12 000 logements,
Et cet été, on a signé pour une extension complémentaire avec 3 nouvelles villes dans ce même réseau, 10 km supplémentaires et 10 000 équivalents logements en plus. En même temps, depuis le début de l'année, on a lancé une nouvelle société qui va créer donc 22 km de réseau pour les besoins de 20 000 équivalents logements, qui regroupe trois collectivités. On voit bien le rôle du CIPEREC ici, qui est vraiment de fédérer autour d'un projet pour que celui-ci soit mené à bien. Si on prend chacune des villes dans ces projets, elles n'auraient ni les compétences, ni les finances pour gérer elles-mêmes ce type de projet. Le fait de les fédérer permet la mise en commun de celles-ci et le fait qu'elles puissent être réalisées. Oui, l'avantage aussi, c'est que si ce sont des SPL qui prennent la main, c'est que nous n'avons pas la même contrainte que le privé pour l'amortissement de l'investissement. Nous pouvons, sur une durée plus longue, amortir ces investissements qui sont des investissements assez lourds. On n'a pas les mêmes besoins de rentabilité. On voit bien qu'aujourd'hui, le privé, quand il s'engage dans ce type de projet, on a fait l'étude, on gère aussi on sait ce qui se passe dans les contrats privés. Aujourd'hui, tous les contrats qui sont gérés par des sociétés publiques ont des prix de l'énergie moins chers que ce qui est géré par le privé. En termes de mobilité... Ça, c'est notre petit dernier. Voilà. Depuis 2019, on l'a lancé. Développer un réseau de bornes de recharge, là aussi, c'est intéressant de mutualiser. Un réseau, l'intérêt, c'est qu'il soit homogène, qui soit déployé de façon identique dans un territoire qui soit le plus vaste possible. C'est ce qu'on fait avec les bornes de recharge. Aujourd'hui, et on l'a lancé en 2019, on a déjà 520 points de charge en service. Alors, on l'a lancé en 2019 et 2020, aucun travaux liés au Covid évidemment. 2021, on redémarre un petit peu les travaux, donc on n'a pas beaucoup travaillé pendant quasiment 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est bon, le rythme est relancé. On a 520 points de charge, on prévoit d'en avoir 1300 d'ici juin sur l'ensemble du territoire. Et pour 2022, on prévoit déjà à peu près 50 000 charges en tout. Donc ça permet d'économiser effectivement un grand nombre de litres de fuel et ensuite de faire des équivalents en nombre de kilomètres qui sont assez conséquents. Cet été, on a lancé aussi une initiative sur ce programme, sur ce réseau, qui est l'auto-sharing. Vous allez comprendre que nous sommes proches de la Roumanie, là. Effectivement, puisqu'on a lancé une initiative sur une expérimentation qui permet à des utilisateurs de partager leurs véhicules sur notre réseau de bornes de recharge. Et les véhicules qui ont été déployés sont des Dacia Spring qui sont fabriqués ici en Roumanie. Sur l'hydrogène maintenant, plus prospectif. Sur l'hydrogène, oui, plus prospectif, mais néanmoins très important. Comme je le disais tout à l'heure, visons le mix énergétique et ne nous spécialisons pas uniquement et ne focalisons pas uniquement sur le gaz, le pétrole, etc. C'est une combinaison de toutes les possibilités que nous avons, additionnées bien sûr aux économies d'énergie que l'on doit aider à obtenir pour les particuliers. Et l'hydrogène, pour nous, c'est le successeur, mais pas forcément pour les citadines, pas pour les citadines qui resteront très longtemps avec des batteries et de l'électricité, des petites voitures pour se déplacer en ville. Mais dans un premier temps, l'hydrogène, pour nous, ce sont les camions, ce sont les bus, ce sont les gros porteurs. Et nous savons très bien, parce que nous avons là un partenariat avec le privé, avec la société Suez en particulier, pour avancer sur ce sujet-là, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, même les compagnies aériennes travaillent sur l'hydrogène nouveau, ainsi que les trains. Donc nous sommes là sur une piste qui va apporter justement une indépendance énergétique dans nos pays dans les 10 à 15 ans qui viennent.
Parce que toute la question, et je terminerai par là, toute la question qui se pose, c'est le temps. Le temps, nous sommes contraints, vous et nous sommes tous contraints à agir vite, alors que toutes les solutions nécessitent du temps pour qu'elles soient expérimentées et qu'elles soient, disons, viables par rapport à ce que nous attendons de ces nouvelles solutions. Donc, si c'est le privé qui s'en occupe, disons, uniquement, le privé a besoin de retours d'investissement très courts par rapport aux collectivités. Et les collectivités, quand elles se mettent ensemble, elles représentent un poids assez important. Quand vous voyez que, par exemple, sur l'un des sujets que nous partageons avec nos collègues, il y a 500 collectivités qui ont adhéré pour l'achat électrique. Devant, je dirais, les pouvoirs publics, c'est quand nous achetons de l'électricité pour 500 communes, croyez-moi, et qu'on les met en concurrence, EDF doit s'accrocher parce qu'il y a le privé qui se met là-dessus parce que c'est un débouché qui est très important. Donc le privé, on l'utilise pour la concurrence, mais le public, on l'utilise pour son indépendance. Et notre souhait, vraiment, aujourd'hui, ce serait que EDF, qui a flirté un peu avec le privé, redevienne dans le régalien d'un pays, redevienne une entité purement d'État, car nous avons besoin de stratégie, nous avons besoin de planification, mais nous avons besoin de temps. Et le temps, il est difficile à faire comprendre souvent à des sociétés privées. Donc notre présentation résume notre stratégie et nos chantiers en cours dans tous les domaines de la transition énergétique. C'est un élément important qu'il fallait que je vous dise. Nous imaginons demain, et face à la crise planétaire, bien sûr, mais qu'elle soit politique ou climatique, les voies pour accélérer les transitions énergétiques et numériques des territoires de la région Île-de-France, pour les 13 millions d'habitants qui sont là, pour nous, sont notre cahier des charges et notre fil conducteur. Et pour réussir, je voulais dire aux collègues qui sont ici et à d'autres personnes présentes, pour réussir, il faut être à l'écoute et au service des élus et au service des citoyens de toutes les collectivités adhérentes. C'est ce que nous faisons en se plaçant à la pointe de l'innovation face à des enjeux qui sont à relever. C'est des défis qu'il faut que nous relevons, mais nous les relèverons tous ensemble. Nous avons, je pense, il ne faut pas avoir une vision négative sur tous les ennuis que nous traversons. Il faut les transformer en éléments qui nous obligent à nous reposer des questions. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y a un nouveau monde qu'il faut reconstruire et il faut le construire tous ensemble. Donc ce que je dis franchement, je suis venu surtout pour ça, c'est de vous dire, nous avons, vous et nous, toutes les cartes en main pour réussir ensemble, à condition qu'on ne reste pas bloqué sur des idées qui ne sont plus celles que nous devons avoir. On doit les faire évoluer. C'est la vie sur Terre. Ce qui a permis d'avancer, c'était l'évolution. Et nous devons nous inscrire dans ce processus et en même temps ne pas demander tout à l'État et attendre de l'État que la mise en place d'un dispositif administratif et opérationnel qui nous permette à nous de prendre des initiatives. Et croyez-moi qu'à chaque fois que nous pouvons le demander à l'État, nous lui demandons de faire évoluer la législation pour que nous puissions avancer. Voilà ce que nous faisons. Alors vous voyez, ça part d'une commune de la banlieue parisienne, 34 000 habitants, hein, donc on est presque pareil, hein, 34 000 habitants, mais qui a décidé de considérer que ça n'était pas la banlieue de Paris. Et j'ai dit plusieurs fois au maire de Paris précédent, parce que la maire de Paris actuelle
on a beaucoup de difficultés à avoir des dialogues très constructifs en ce moment. Mais enfin, c'est la vie. J'ai toujours dit, notre ambition à nos gens, grâce au CIPEREC, dont j'ai l'honneur de présider, notre ambition, c'est que nos gens que Paris soit la banlieue de nos gens.